7 août 1943. À 6100 mètres d'altitude au-dessus des îles Salomon, le soleil tropical fait scintiller les deux. Fuselage d'un Lockheed P-38 Lightning qui fend le ciel du Pacifique. Dans le cockpit, le sous-lieutenant Robert Johnson scrute l'horizon, les mains fermement posées sur le manche. En dessous de lui, des nuages épars dérivent au-dessus de l'immensité turquoise de l'océan. Soudain, il les aperçoit. 6 points. Qui montent du sud-est. Des héros japonais. Le pouls de Johnson s'accélère, mais il est confiant. Il pilote le chasseur américain le plus avancé, un avion bimoteur. À la puissance de feu dévastatrice, capable de dépasser les 640 km/h. Le P-38 Lightning est censé être invincible. Point. Il pousse. Les manettes des gaz, piquant sur la formation ennemie. Les deux moteurs Allison rugissent. Sa vitesse grimpe à 480 km/h. 560. 640. Il a verrouillé le zéro qui le suit. Son doigt se pose sur la détente. Et tout bascule. Le zéro vire à gauche. Un virage incroyablement serré. Johnson suit le mouvement, tirant sur le manche. Il doit tenir le cap encore 3 secondes. Mais alors que les forces G augmentent, que son Lightning s'enfonce davantage dans le virage, un événement terrifiant se produit. L'appareil tremble, la queue est violemment secouée, et soudain, sans prévenir, l'aile gauche s'abaisse brutalement. Le P-38 se retourne et part en vrille. Johnson lutte contre les commandes. 1200 mètres. D'altitude en moins. 900. Il tournoie vers l'océan et rien de ce qu'il fait n'y change rien. Le puissant Lightning, l'espoir américain dans le Pacifique, vient de tenter de le tuer. À 450 mètres. La vrille s'arrête enfin. Johnson redresse l'appareil, les mains tremblantes, sa combinaison de vol trempée. Les héros tournent nonchalamment autour de lui, comme pour le narguer. Ce n'était pas un cas isolé. Cela arrivait à tous les pilotes de P-38 dans le Pacifique et menaçait de faire perdre la guerre aérienne à l'Amérique. Mais en quelques semaines, tout allait basculer grâce à un homme. Une idée simple et un bout de fil que ses collègues mécaniciens qualifiaient de chose la plus stupide qu'ils aient jamais vue. Voici cette histoire. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter 6 ans en arrière. En 1937, une époque bien différente. L'Europe se réarmait. La LUAF allemande prenait de l'ampleur. Le Japon étendait son emprise sur l'Asie et l'US Army Air Force, qui n'était pas encore une force aérienne mais faisait toujours partie de l'armée de terre, prit conscience d'un problème. Les chasseurs américains étaient obsolètes. Le meilleur chasseur américain de 1937 était le Boeing P-26 Shooter. C'était un petit avion mignon, un monoplan à train d'atterrissage fixe et cockpit ouvert. On aurait dit un appareil piloté par un aviateur amateur. Et d'une certaine manière, c'était exactement le cas. Car si le P-26 pouvait atteindre 320 km/h, les Allemands testaient déjà des chasseurs capables d'atteindre 560 km/h. L'Amérique était à la traîne. En février 1937, l'Army Aircraft Corporation publia la circulaire X-608, un cahier des charges pour un nouveau Chasseur Interceptor. Les exigences étaient ambitieuses, voire irréalistes. Le nouvel appareil devait atteindre 6000 mètres d'altitude en 6 minutes, une vitesse maximale d'eau moins 360 km/h, d'excellente performance en haute altitude et une puissance de feu suffisante pour détruire les bombardiers ennemis des une seule rafale. Les constructeurs aéronautiques américains, à la lecture de ce cahier des charges, restèrent perplexes. C'était impossible. Impossible de construire un chasseur monomoteur capable de telles performances. La technologie n'existait tout simplement pas encore. La plupart des entreprises renoncèrent même à soumettre une proposition. Mais la Lockheed Aircraft Corporation, une entreprise relativement modeste de Burbank, en Californie, y vit une opportunité. Lockheed possédait un atout majeur, un ingénieur de 28 ans nommé Clarence Kelly Johnson. Ce dernier avait déjà fait ses preuves en concevant le Lockheed Telectra, un avion de transport commercial à bord duquel Amelia Earhart avait tenté de faire le tour du monde. Kelly Johnson était de ces rares ingénieurs capables de percevoir des solutions que d'autres ne voyaient pas.
À la lecture de la circulaire X608, une idée révolutionnaire lui vint. Et si l'on cessait de miser sur un seul moteur? Et si l'on utilisait plutôt 2 moteurs? C'était une hérésie. Les avions de chasse étaient censés être monomoteurs. C'était l'opinion générale. Les bimoteurs étaient des bombardiers, des avions de transport, des chasseurs lourds, et non des intercepteurs agiles. 2 moteurs impliquaient plus de poids, plus de traînée, plus de complexité. Mais Johnson en percevait les avantages. 2 moteurs, c'était 2 fois plus de puissance. 2 moteurs permettaient d'atteindre facilement l'altitude requise de 6100 mètres. 2 moteurs signifiait aussi qu'en cas de panne de l'un d'eux, le retour à la base était assuré. Et une conception ingénieuse. Permettez de minimiser la traînée. Le projet de Dod Johnson était unique en son genre. Au lieu de monter les moteurs dans les ailes, comme c'était la tradition, il les avait fixés sur de longues poutres, s'étendant vers l'arrière. Le pilote prenait place dans une nacelle centrale. En plein milieu, l'empennage reliait les 2 poutres. D'autres, c'était étrange. C'était Futurist. On aurait dit un engin sorti d'une boîte de céréales Flash Gordon. Ses collègues de Lockheed le prenaient pour un fou. Son chef, Olibert, examina les plans et déclara « Kelly, c'est elle. Avion le plus bizarre que j'ai jamais vu, mais je parie que ça pourrait marcher. » Ils soumirent le projet. Et en juin 1937, l'Army Air Force sélectionna le projet de Lockheed. Le contrat portait sur un prototype expérimental, le XP-38. Il ne restait plus qu'à Johnson à le construire. Le XP-38 prit forme dans l'usine Lockheed de Burbank au cours des 18 mois suivants. Chaque aspect de l'appareil était à la pointe de la technologie. Ses moteurs étaient des Allison V1710 suralimentés, développant chacun plus de 1000 chevaux. Les hélices tournaient en sens inverse, l'une dans le sens horaire, l'autre dans le sens anti-horaire, afin de compenser les effets de couple qui affectaient les autres avions bimoteurs. Le train d'atterrissage se rétractait dans les logements des moteurs. Le cockpit était pressurisé et chauffé, une première pour un chasseur, et l'armement était redoutable. 4 mitrailleuses Browning de calibre .50 étaient regroupées dans le nez, ainsi qu'un canon Hispano de 20 mm. Contrairement à tous les autres chasseurs existants, dont les mitrailleuses étaient montées dans les ailes et convergeaient. À une distance spécifique, toutes les mitrailleuses du P-38 pointaient droit devant. Nul besoin De se saucier de la convergence. Chaque balle, chaque obus atteignait exactement l'endroit visé par le pilote. C'était comme donner au pilote un pointeur laser fixé à une mitrailleuse. Point final. Le 27 janvier 1939, le lieutenant Ben Kelsey, pilote d'essai, monta à bord du XP-38 pour son vol inaugural. Il se souvint plus tard. Je me souviens avoir pensé, on dirait un appareil conçu par un auteur de science-fiction. 2 empennages, 2 moteurs. Même à l'arrêt, il paraissait rapide. Kelsey DeCalla. Le XP-38 bondit dans les airs. En quelques minutes, il effectuait des acrobaties aériennes, testait les commandes, poussait l'appareil dans ses retranchements. À l'atterrissage, il affichait un large sourire. « Il vole comme un rêve », s'exclama-t-il. « Cet appareil va tout changer. » Il avait raison, mais pas comme on l'imaginait. Army Air Force était ravie des résultats des essais. Elle commanda immédiatement 13 prototypes. Designs YP-38. En septembre 1939, lorsque l'Allemagne envahit la Pologne et que la Seconde Guerre mondiale éclata en Europe, le P-38 était déjà produit en petite série. Les journaux américains publiaient des articles dithyrambiques sur ce diable à queue fourchue, surnom qu'il recevrait plus tard. Les magazines d'aviation publiaient des schémas en coupe. De jeunes hommes, futurs pilotes, contemplaient les photos du P-38 et rêvaient de le piloter. Il incarnait l'avenir. Il semblait invincible, mais les apparences sont parfois trompeuses. Le premier signe d'un problème apparu en 1941 lors d'essais en vol en Californie. Ralph Verden, pilote d'essai chez Lockheed, emmena un P-38 en haute altitude pour tester ses performances en piqué. C'était la procédure standard. Tout chasseur devait être capable de piquer sur un appareil ennemi.
Verden monta à 9144 mètres, 30 000 pieds. Il effectua un tonneau. Il tira sur le manche, piquant du nez. Le P-38 accéléra rapidement. 480 kilometriä tunnissa, 300 mailia tunnissa, 640 kilometriä tunnissa, 400 mailia tunnissa, 720 kilometriä tunnissa, 450 mailia tunnissa, 800 kilometriä tunnissa, 500 mailia tunnissa. Puis le nez piqua encore davantage. Verden tira sur le manche. Mais les commandes ne répondirent pas. Le manche semblait bloqué dans du béton. L'avion était pris dans ce que les pilotes appellent une spirale infernale, un piqué qui s'accentue sans cesse, quoi qu'on fasse. Ralph. Verden ne parvint pas à redresser l'appareil. Le P-38 s'écrasa au sol à plus de 800 km/h, 500 000 par heure. L'enquête révéla un fait qui terrifia les ingénieurs de Lockheed. À haute vitesse, l'air qui circulait sur les ailes du P-38 atteignait des vitesses supersoniques, même si l'avion lui-même était encore immobile. En régime subsonique, cela a créé des ondes de choc sur les ailes. Ces ondes de choc ont perturbé l'écoulement de l'air au-dessus de l'empennage, provoquant ainsi les gouvernes de profondeur étaient inutilisables. On appelait cela le phénomène de compression. En 1941, personne ne le comprenait vraiment. L'aérodynamique supersonique était encore balbutiante. Les souffleries ne pouvaient pas reproduire ces conditions. Les ingénieurs pouvaient calculer ce qui se passait, mais ils ne pouvaient pas tester les solutions. Lukija sai diversas correccions. Ils ajoutèrent des aérofreins sous les ailes, de petits volets qui créaient une traînée et ralentissaient l'appareil. Cela améliora la situation, mais ne résolut pas complètement le problème. Les pilotes furent avertis, ne piquez pas trop. Ne dépassez pas certaines vitesses. Soyez prudents. Mais le P-38 présentait un autre problème. Un problème encore plus dangereux car moins prévisible. Il se manifestait non pas en piqué, mais en virage. Lorsque les pilotes d'essai effectuaient des virages à performance maximale, du genre de ceux qu'on effectue en combat aérien pour viser un avion ennemi. Un fenomene étranger se produisit. L'avion tremblait, la queue vibrait, puis soudain, sans prévenir, une aile s'abaissait brusquement et l'appareil se mettait en tonneau. Parfois, les pilotes parvenaient à se rétablir, parfois non. Les ingénieurs de Lockheed appelaient cela du flottement de l'empennage. Les pilotes, eux, utilisaient d'autres termes, la plupart inavouables. Voici ce qui se passait, même si personne ne le comprenait vraiment à l'époque. Les ailerons du P-38, ces surfaces de contrôle sur les ailes qui permettaient à l'avion de rouler, étaient énormes. Ils devaient l'être, vu la taille et le poids considérable de l'appareil. Lorsqu'un pilote tournait le manche pour amorcer un roulis, ces ailerons massifs luttaient contre une pression aérodynamique colossale. À haute vitesse et sous fortes accélérations, condition typique des combats aériens, un phénomène appelé inversion des ailerons se produisait. Le pilote tournait le manche à gauche pour tenter de rouler à gauche. L'aileron gauche se levait et l'aileron droit s'abaissait, comme prévu. Mais les forces aérodynamiques exercées sur ces surfaces de contrôle massives étaient si importantes qu'elles finissaient par tordre l'aile. Aileentire. La torsion de l'aile était telle qu'elle contrecarrait l'action des ailerons. Dans les cas extrêmes, l'avion pouvait même rouler dans la direction opposée à celle commandée par le pilote. Et les forces de torsion se transmettaient à travers la cellule jusqu'à l'empennage, provoquant des vibrations et des secousses. Il s'agissait là d'une aérodynamique de pointe, un phénomène qui ne serait pleinement compris que 10 ans plus tard. En 1941, les ingénieurs de Lockheed savaient que quelque chose n'allait pas, mais ils n'arrivaient pas à identifier précisément le problème. Ils essayèrent de renforcer les ailes, l'empennage et de concevoir différents ailerons. Rien ne semblait fonctionner correctement. Puis, en décembre 1941, le Japon attaqua Pearl Harbor. L'Amérique était en guerre et il n'y avait plus de temps pour les essais. Les P-38, sortant des chaînes de production de Lockheed, étaient nécessaires immédiatement. Ils allaient être envoyés sur le théâtre d'opération du Pacifique où ils affronteraient le chasseur le plus maniable jamais construit, le
Mitsubishi 6M0. Permettez-moi de vous parler du zéro. Car pour comprendre pourquoi les problèmes du P-38 étaient si meurtriers, il faut comprendre à quoi les pilotes américains étaient confrontés. En 1942, le Mitsubishi 6M0 était le meilleur chasseur embarqué au monde. Il n'était pas le plus rapide, les chasseurs américains pouvaient le distancer. Son armement était limité, il ne disposait que de 2 canons de 20 mm et de 2 mitrailleuses de 7,7 mm. Et il n'était certainement pas le plus robuste, le Zéro était quasiment dépourvu de blindage et de réservoir de carburant auto-obturant. Mais son agilité était remarquable. Un Zéro pouvait effectuer un virage complet à 360 degrés en moins de 15 secondes. Cela peut paraître anodin, mais il faut savoir que la plupart des chasseurs américains mettaient entre 25 et 30 secondes pour réaliser la même manœuvre. En combat aérien, cette différence était une question de vie ou de mort. Le Zéro pouvait virer avec une telle agilité grâce à sa conception profilée, semblable à celle d'un planeur. L'appareil ne pesait que 2720 kg, 6000 livres en charge, soit environ le poids d'une Toyota Camry moderne. À titre de comparaison, l'AP-38 pesait 6800 kg. Les ailes du Zéro étaient longues et légères, optimisées pour la maniabilité plutôt que pour la vitesse ou la robustesse. Les pilotes japonais s'entraînaient intensivement à la voltige aérienne et au combat rapproché. Leur tactique consistait à engager des combats tournoyants, où la maniabilité du Zéro serait un atout majeur. Lorsque les premiers B-38 arrivèrent dans le Pacifique en fin 1942, les pilotes américains étaient confiants. On leur avait dit qu'ils pilotaient le meilleur chasseur du monde. Bimoteur, vitesse supérieure, puissance de feu accrue et blindage plus épais. Sur le papier, le Lightning aurait dû balayer les Zéros. La réalité fut tout autre. Le capitaine Thomas Lynch, du 39e escadron de chasse, raconta plus tard sa première rencontre avec des Zéros. Nous les avons repérés. En dessous de nous, 6 ou 8 Zéros escortant des bombardiers. Situation idéale, n'est-ce pas? Nous avions l'altitude. Nous avions la vitesse. Nous avons plongé sur eux. Un rebond parfait. J'ai visé un Zéro et j'ai tiré. J'ai vu des impacts, mais je n'avais pas assez de distance, alors je l'ai suivi. Ce fut la première erreur de Lynch. On enseignait à tous les pilotes américains, faites un passage, puis utilisez votre vitesse pour reprendre de l'altitude. Ne poursuivez jamais un chasseur japonais en combat tournoyant. Mais le combat n'est pas une salle de classe. La cible de Lynch vira brusquement. À gauche et, instinctivement, Lynch l'a suivi, tirant sur son manche pour rester avec le Zéro. C'est là que c'est arrivé, se souvient Lynch. J'étais à peine 3 secondes dans le virage quand tout l'avion s'est mis à trembler. J'ai eu l'impression que la queue allait se détacher. Puis l'aile gauche a brusquement piqué et je me suis retrouvé en vrille inversée, avec ce Zéro que je poursuivais derrière moi, tirant à vue. Lynch A réussi à se rattraper grâce au seul avantage du P-38, la puissance. Il a poussé les manettes des gaz à fond et a piqué du nez, utilisant sa vitesse pour s'échapper. Mais la leçon était retenue. Impossible de virer avec un Zéro aux commandes d'un P-38. C'était tout simplement impossible. Sauf que le problème, c'est qu'on ne pouvait pas toujours l'éviter. Le combat est chaotique. On n'a pas toujours l'altitude pour piquer. On n'a pas toujours la place de fuir. Parfois, on est forcé de se battre en virage, qu'on le veuille ou non. Et quand ça arrivait, les pilotes de P-38 étaient en difficult. Début 1943, la réputation du P-38 était en berne. Les pilotes le surnommaient le « faiseur de veuves ». Certains refusaient de le piloter. Les commandants d'escadrille demandaient d'autres appareils. Tout sauf le Lightning. Les pilotes de la Navy, aux commandes de leur F-4F Wildcat et des plus récentes F-6 FL4, regardaient le P-38 avec dédain. Cercueil bimoteur, l'appelait-il. Ce n'était pas seulement un mauvais présage pour Morel, c'était un problème stratégique. Elle, armée de l'air américaine, avait investi des millions de dollars dans le P-38. Lockheed les produisait à un rythme effréné. Plus de 400 appareils par mois à la mi-1943.
Toute la stratégie américaine dans le Pacifique reposait sur la supériorité aérienne. Et l'avion censé nous l'assurer était un échec. À Burbank, les ingénieurs de Lockheed travaillaient à des solutions. Ils concevaient des volets de sortie de piquet, de petites surfaces sous les ailes permettant aux pilotes de redresser l'appareil lors de piquets à grande vitesse. Ils renforçaient l'empennage. Ils modifiaient les commandes des ailerons. Mais toutes ces modifications prenaient du temps. Il fallait les concevoir, les tester, les faire approuver, les intégrer à la production, puis les installer sur les appareils déjà en service. Le processus pouvait prendre des mois, voire des années. Les pilotes du Pacifique n'avaient plus que quelques mois. Il leur fallait une solution. Immediate. C'est alors que Charles Lindbergh entra en scène. Charles Augustus Lindbergh. Son nom était mondialement connu. En 1927, à 25 ans, il avait réalisé le premier vol transatlantique en solitaire et sans escale, reliant New York à Paris à bord d'un petit monoplan monomoteur baptisé le Spirit of St. Louis. Du jour au lendemain, il devint l'homme le plus célèbre du monde. Lucky Lindy, comme le surnommaient les journaux. L'aigle solitaire. Mais dès 1943, Charles Lindbergh était une figure controversée aux États-Unis. Avant la guerre, Lindbergh était un isolationniste convaincu. Il prononçait des discours plaidant pour que l'Amérique reste neutre. En Europe, il se rendit en Allemagne et fut impressionné par l'accueil chaleureux des Allemands. Il reçut une médaille des mains des Hermann Göring. Ses détracteurs l'accusaient de sympathie pour les nazis. Ses partisans affirmaient qu'il faisait simplement preuve de réalisme quant à la capacité des États-Unis à entrer en guerre. Après l'attaque de Pearl Harbor, Lindbergh tenta de réintégrer l'armée. Il avait été colonel dans la réserve de l'armée de l'air, mais le président Roosevelt, qui détestait Lindbergh, s'assura que sa candidature soit rejetée. Lindbergh fut écarté du service militaire. Il se tourna alors vers la solution de repli. Il devint consultant civil. La United Aircraft Corporation L'embaucha comme représentant technique. Officiellement, sa mission consistait à aider l'entreprise à s'améliorer, ses moteurs et en optimiser le rendement. Mais Lindbergh avait d'autres projets. Il voulait contribuer à elle. Effort de guerre par tous les moyens. Et cela impliquait d'aller là où les combats faisaient rage. En juin 1943, Lindbergh arriva dans le Pacifique Sud. Il avait 41 ans, le crâne dégarni et l'air maigre et buriné. D'un homme qui avait passé sa vie dans les cockpits. Il portait des vêtements civils, chemise kaki, pantalon de travail. Mais tout le monde le reconnaissait. Les pilotes de chasse étaient perplexes. D'un côté, c'était Charles Lindbergh, une légende vivante. De l'autre, c'était un civil, un homme de bureau. Quelqu'un qui n'avait jamais piloté d'avion de combat. Que pouvait-il bien leur apprendre? Cette attitude changea rapidement. Lindbergh totalisait plus d'heures de vol que la plupart des commandants d'escadrille. Il pilotait des avions expérimentaux depuis 15 ans et ne se contentait pas d'observer. Quelques jours après son arrivée à l'aérodrome de Doadura en Nouvelle-Guinée, il demanda l'autorisation d'effectuer une mission de combat. Techniquement, c'était totalement contraire au règlement. Les civils n'étaient pas autorisés à piloter des avions de combat. Si Lindbergh était abattu et capturé, cela aurait été un désastre pour la propagande. Le commandant de la base, le colonel Charles MacDonald, aurait dû refuser. Au lieu de cela, il regarda Lindbergh et dit « Si vous êtes aux commandes, demain matin au décollage, et si vous y êtes encore lorsque nous pénétrerons en territoire ennemi, je suppose que je ne peux pas faire grand-chose. » Le lendemain matin, Lindbergh monta à bord d'hôtel AP-38. C'était la première fois qu'il pilotait un P-38. Il décolla avec l'escadrille et ils mirent le cap au nord, vers le territoire occupé par les Japonais. Ce qui se passa ensuite entra dans la légende. Au cours de la mission, l'escadrille rencontra des chasseurs japonais. Lindbergh, qui était censé se contenter d'observer, se retrouva pris dans un combat aérien. Il abattit un avion japonais, un bombardier Mitsubishi, devenant ainsi l'un des rares civils de l'histoire à avoir abattu un appareil. Mais surtout, il vécut de visu ce dont les pilotes avaient parlé.
Il tenta un virage avec un chasseur ennemi et sentit le P-38 trembler et vibrer. Il sentit les ailes s'affaisser et comprit immédiatement que le problème ne venait pas simplement du pilotage. Il y avait un défaut fondamental sur l'appareil. De retour à Dohadura, Lindbergh commença à poser des questions. Il interrogea les pilotes. Que se passe-t-il exactement en virage? Quand les vibrations commencent-elles? Peut-on les prévoir? Peut-on les corriger? Il s'adressa aux mécaniciens. Comment sont réglées les commandes? Quelle est la procedure standard? Avez-vous remarqué des schémas particuliers? Il étudia les manuels de maintenance. Il examina les schémas techniques du système de commande des ailerons. Il s'assit dans le cockpit et actionna le manche, observant comment les câbles et les poulies transmettaient la force aux ailerons. Et peu à peu, une idée commença à germer. Le système de commande des ailerons du P-38, comme tout le reste de l'appareil, était à la pointe de la technologie pour l'époque. Lorsque le pilote tournait le manche, des câbles passant à travers. Les ailes tiraient sur les ailerons, les faisant bouger. C'était un système purement mécanique. Pas d'hydraulique, pas d'assistance, juste des câbles et des poulies. Les ailerons eux-mêmes étaient massifs. Chacun mesurait environ 2,40 mètres de long et 60 cm de large. Leur taille était nécessaire car le P-38 était un avion très lourd et imposant. Actionner ses ailerons contre la pression de l'air à haute vitesse exigeait une force considérable. Les pilotes se plaignaient de la lourdeur et de la lenteur des commandes. Voici ce que Lindbergh a observé. Lorsqu'on actionne le manche pour incliner l'avion à gauche, l'aileron gauche était censé se lever et aileron droit s'abaisser, et leur déplacement était censé être identique. C'est ainsi que fonctionnent les ailerons sur tous les avions. Mais sur le P-38, ce n'était pas le cas. L'aileron qui s'abaissait, celui sous la pression de l'air, se déplaçait en réalité davantage que celui qui se levait. Cela s'expliquait par le fait que les forces aérodynamiques étaient si importantes qu'elles poussaient physiquement l'aileron vers le bas, plus que ne le tirait le système de câbles. Il en résultait une asymétrie. Une asymétrie en aérodynamique est toujours néfaste. Voici ce qui se passait, le pilote tournait le manche pour incliner l'avion à gauche. L'aileron droit s'abaisserait trop, créant une portance importante sur l'aile droite. Cette portance tordrait toute l'aile vers le haut. L'aile fléchirait. Pas beaucoup. Peut-être seulement 1 ou 2 cm à l'extrémité, mais suffisant. Cette flexion modifierait l'angle d'attaque de l'aile. Aile. Elle transmettrait également des forces de torsion à travers la cellule jusqu'à l'empennage. Or, ce dernier était déjà soumis à d'énormes contraintes aérodynamiques dues au flux d'air à grande vitesse. Lorsque ces forces de torsion supplémentaires provenant des ailes atteindraient l'empennage, celui-ci se mettrait à vibrer à haute fréquence. Ce flottement se répercuterait sur les ailes, créant davantage de torsion, qui à son tour engendrerait davantage de flottement. C'était un cercle vicieux. Et une fois amorcé, le phénomène s'amplifierait rapidement jusqu'à ce que le pilote relâche les commandes, que l'aile décroche, ou que l'avion effectue un tonneau. Lindbergh savait que les ingénieurs de Lockheed travaillaient sur des solutions à long terme, des empennages plus robustes, des ailerons repensés, voire des commandes assistées. Mais ces solutions n'étaient pas pour demain. Et s'il existait une solution plus simple? Et si l'on empêchait tout simplement les ailerons de se déformer? Jusqu'ici, l'idée paraissait radicale. Les ingénieurs aéronautiques ont passé des années à calculer précisément le débattement des gouvernes nécessaires à une maniabilité adéquate. Impossible de limiter arbitrairement les commandes. Ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait. Sauf que Lindbergh pensait que c'était peut-être justement le cas. Il se rendit à un établi sur l'aérodrome de Dohadura. Il y trouva une bobine de fil de sécurité, le genre de fil que les mécaniciens utilisent pour fixer les boulons et les attaches, les empêchant de se desserrer à cause des vibrations. C'était un simple fil d'acier d'environ 1,5 mm de diamètre. Il s'approcha de l'AP-38 en cours de maintenance. Il demanda au chef mécanicien s'il pouvait examiner le système de commande des ailerons. Le chef mécanicien, reconnaissant Lindbergh, répondit « Bien sûr ».
Lindbergh se glissa sous elle. Aile. Il repéra le point de fixation des câbles de commande au guignol des ailerons. Et il fit quelque chose Incroyablement simple. Il prit le fil de sécurité et l'enroula autour du guignol et de la structure de l'aile, créant ainsi une butée qui empêcherait l'aileron de fléchir vers le bas de plus de 10 degrés environ. C'était tout. Juste un morceau de fil torsadé. Il fit la même chose sur l'autre. Elle, s'assurant que les deux ailerons soient limités de la même manière. La modification entière prit une vingtaine de minutes. Lorsqu'il sortit de sous l'aile, les mécaniciens le dévisageaient. Monsieur Lindbergh. Dit l'un d'eux prudemment. Vous venez de désactiver la moitié du débattement des ailerons. Je sais, répondit Lindbergh. Ce n'est pas comme ça, monsieur, qu'on répare un avion. Peut-être pas, répliqua Lindbergh. Mais voyons si ça marche. Le commandant de la base entendit parler de ce que Lindbergh avait fait. Il vint examinerla. Modification. Il regarda Lindbergh. Il regarda le fil. Il regarda de nouveau Lindbergh. Vous voulez faire un vol d'essai? Oui. Vous savez que personne n'a approuvé ça. Ni Lockheed, ni l'armée. Ni personne. Je sais. Le commandant réfléchit. Finalement, il haussa les épaules. Eh bien, si Charles Lindbergh veut se tuer à la tâche en testant un bricolage stupide, je suppose que c'est son problème. Vous êtes autorisé à voler. 28 juin 1943. Tôt le matin à Doha-Dura. Le soleil tropical se levait à peine sur les Monts Owen Stanley. Charles Lindbergh effectuait son inspection prévol sur le P-38 modifié, vérifiant tout 2 fois. Une foule s'était rassemblée, pilotes, mécaniciens, personnel au sol. Tous voulaient voir ce qui allait se passer. Certains étaient curieux, d'autres sceptiques. Certains pensaient même que Lindbergh allait. Essecracer. Lindbergh monta dans le cockpit. Les 2 moteurs Allison toussèrent au démarrage, puis se stabilisèrent. Dans un grondement régulier. Il roula jusqu'à la piste, passa en revue sa checklist et poussa les manettes des gaz. Le P-38 accéléra sur la piste en tôle d'acier perforée et s'éleva dans les airs. Lindbergh monta. À 3000 mètres et se stabilisa. Le test pouvait commencer. Il prit une profonde inspiration. Il inclina l'avion en un virage doux, se familiarisant avec les commandes. Effectivement, les ailerons étaient différents. Ils semblaient limités. Il devait utiliser davantage le palonnier pour coordonner le virage, mais l'avion était stable. Il accentua. Le virage, subissant des forces G plus importantes. Divix trisges. Le P-38 fendait le ciel. Les ailes fléchissaient légèrement. C'était normal, mais il n'y avait ni vibration, ni secousse, ni flottement. Il fit un tonneau et essaya. Dans l'autre sens. Même résultat. L'avion se comportait à merveille. Place maintenant au vrai test. Lindbergh amorça une montée, gagnant de l'altitude. À 4572 mètres, 15 000 pieds, il effectua un tonneau, le maintint en position. Et entama un piqué prononcé. Il laissa la vitesse augmenter, 644 km/h, 400 000 par heure, 724 km/h, 450 000 par heure, 805 km/h, 500 000 par heure. Puis, il tira sur le manche, amorçant un virage à performance maximale à haute vitesse. Exactement le genre de manœuvre qui avait coûté la vie à de nombreux pilotes. La force G le plaqua contre son siège. 4G. 5G. Le sang lui retira la tête. Des points gris apparurent dans son champ de vision, mais l'avion resta stable. Les commandes restèrent. Reactives. Pas de flottement, pas de roulis brusque, pas de chute d'aile. Lindbergh maintint le virage, traçant un cercle serré dans le ciel à 805 km/h, 500 000 par heure, et sous une force de 5G. C'était le genre de virage indispensable au combat, le genre de virage qui pouvait vous sauver la vie. Il sortit de l'axe de la piste, réduisit la puissance et reprit le chemin de sa base. À son atterrissage, la foule l'attendait. Alors, demanda le commandant de la base. Lindbergh retira son casque de vol. Il souriait, une expression rare chez cet aviateur d'ordinaire si sérieux.
Ça marche. Dit-il simplement. L'avion est parfaitement stable dans les virages serrés. Aucune vibration, aucune inversion de contrôle. C'est comme piloter un autre appareil. Mais qu'en est-il de l'autorité limitée des ailerons? Demanda l'un des pilotes. Peut-on encore manœuvrer efficacement? Il faut utiliser davantage le palonnier, expliqua Lindbergh. Les ailerons seuls ne permettent plus de faire rouler l'avion aussi rapidement qu'avant. Mais en coordonnant. Avec le palonnier, la vitesse de roulis est presque aussi bonne. Et surtout, l'avion est prévisible. Il obéit aux ordres. Les pilotes échangèrent des regards. C'était une avancée majeure. Si Lindbergh avait raison, cette simple modification pourrait résoudre le plus gros problème du P-38. Mais le scepticisme était également présent. Une seule modification, un seul vol d'essai. Ce n'était pas suffisant. Et si cela fonctionnait pour Lindbergh mais pas pour les autres pilotes? Et s'il y avait des effets secondaires? Et si cela ne fonctionnait que dans certaines conditions? Un jeune lieutenant du nom de James Griff. Griffin prit la parole. Monsieur Lindbergh, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes l'un des meilleurs pilotes au monde. Peut-être que votre talent vous permet de réussir cette prouesse. Mais, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il des pilotes moyens? La question était légitime. Lindbergh acquiesca. Voyons voir. Qui veut essayer? Griffin si porta volontairi. Il avait été l'un des pilotes les plus critiques quant au problème de maniabilité du P-38. Il monta à bord de l'appareil modifié et décolla. 15 minutes plus tard, il était de retour au sol, un large sourire aux lèvres. « Nom de Dieu !» s'exclama-t-il. « Ce n'est plus le même. Avion. J'ai viré à 7 GS sans la moindre hésitation. Ça change tout. » La nouvelle se répandit, comme une traînée de poudre. En quelques heures, tous les mécaniciens de la base modifiaient des P-38 grâce à elle. Astuce de Lindbergh. Ils n'attendirent aucune autorisation officielle. Ils ne demandèrent ni permission à Lockheed ni à elle. Armés. Ils le firent, tout simplement. Le lendemain, tous les P-38 de Doha-Dura avaient été modifiés et les pilotes étaient impatients de les tester au combat. Le 2 juillet 1943, 4 jours après le vol d'essai de Lindbergh, une patrouille de 8 P-38 du 39e escadron de chasse survolait le golfe de Huahan lorsqu'elle repéra une formation d'avions japonais, 6-0, escortant un groupe de bombardiers. Le lieutenant James Griffin était en tête. Son P-38 bénéficiait de la modification de Lindbergh, tout comme les 7 autres appareils de sa formation. Griffin prit contact par radio. « Ok, les gars. On a l'avantage de l'altitude. On fonce sur monsieur et n'oubliez pas. On peut virer maintenant. N'hésitez pas à l'utiliser. » Ils piquèrent sur la formation japonaise. Griffin prit. Un 0 pour cible et ouvrit le feu. Le pilote japonais le vit arriver et vira brusquement à gauche, s'attendant à ce que le P-38 le dépasse, incapable de le suivre. Mais Griffin resta à ses côtés. Il tourna le manche, coordonna son action avec le palonnier, et le P-38 s'engagea dans le virage. Le 0 accentua sa manœuvre, cabrant de toutes ses forces. Griffin cabra encore plus fort. Sa vision se brouilla sous l'effet des forces G. Mais l'appareil resta stable. Les commandes demeuraient réactives. Il parvenait à suivre. Le 0 dans les virages. Le pilote japonais dut être stupéfait. Il tenta tout, tonneau. Virage à la verticale, manœuvre en ciseaux. Mais Griffin ne le quitta pas, exploitant la puissance supérieure du P-38. Pour maintenir sa position. À 200 mètres, Griffin pressa la détente. Les mitrailleuses de calibre .450 et le canon de 20 mm vrombirent. Le 0 se désintégra dans une boule de feu. Autour de lui, les camarades d'escadrille de Griffin connaissaient un succès similaire. Les P-38 viraient avec les 0, une chose inédite pour les pilotes japonais. La bataille se transforma en déroute. À la fin des combats, les Américains avaient abattu 5-0 et 2 bombardiers. Aucun P-38 n'avait été endommagé. De retour à la base, les officiers du renseignement n'en croyaient pas. Leurs yeux. Des P-38 viraient avec des 0. C'était impossible,
Et pourtant, c'était arrivé. Et cela. Continua de se produire. Au cours des semaines suivantes, à mesure que de plus en plus de P-38 étaient modifiés grâce à l'astuce du fil de fer de Lindbergh, les résultats au combat s'améliorèrent considérablement. Les pilotes qui craignaient auparavant le P-38 le réclamaient désormais. Le nombre de victoires augmenta. Le taux de perte diminua. La modification se répandit de base en base dans tout le théâtre du Pacifique. Les mécaniciens se partagèrent la technique. On. L'appelait l'astuce du fil de fer de Lindbergh, ou parfois simplement la modification par fil de fer. Certains l'appelaient la fixation par fil de fer stupide, avec une pointe d'affection. Plutôt que de dérision. Les voix officielles étaient plus lentes. Lorsque les rapports concernant la modification parvinrent. Au siège de Lockheed à Burbank, les ingénieurs furent sceptiques. Ce n'était pas de l'ingénierie digne de ce nom. On ne pouvait pas se contenter de nouer des fils autour des commandes. Ce n'était ni testé, ni approuvé, ni même décrit. Dans aucun manuel. Mais les résultats des combats affluèrent et les données devinrent indéniables. Les P-38 modifiés surpassaient largement les P-38 de série. Les pilotes équipés de cette modification remportaient des combats qu'ils auraient perdus auparavant. L'ingénieur en chef de Lockheed, Clarence Kelly Johnson, étudia les rapports. Il fit les calculs. Il effectua des essais en soufflerie. Et, finalement, il dut admettre que Lindbergh avait raison. En limitant la déflexion des ailerons, on empêchait la torsion de l'aile qui provoquait le flottement de la queue. C'était élégant, simple et efficace. N. Août 1943, Lockheed publia une note technique intégrant officiellement une version de la modification de Lindbergh. On utilisait des butées réglables au lieu de câbles de sécurité et on spécifiait des angles de déflexion précis. Mais le principe restait le même. La modification était désormais officielle, mais à ce moment-là, les mécaniciens de terrain avaient déjà modifié la plupart des P-38 du théâtre d'opération du Pacifique. Ils s'y employaient depuis des semaines, n'utilisant que du fil de sécurité et leur bon sens. Fin 1943, le P-38 Lightning s'imposait comme le chasseur dominant du Pacifique, et deux pilotes en particulier démontraient l'efficacité redoutable du Lightning modifié. Le major Richard Ira Dick Bon, un jeune fermier du Wisconsin, avait appris à piloter dans l'armée de l'air. Il n'était pas un pilote né. Ses instructeurs le décrivaient comme convenable, mais sans plus. Pourtant, il possédait une qualité qui le rendait redoutable, son calme sous pression. Bon pilotait un P-38 équipé de la modification de Lindbergh. Il baptisa son appareil Marge, en hommage à sa petite amie, Marguerite Vetandle, et commença à enchaîner les victoires à un rythme effréné. La tactique de Bon était exemplaire. Il exploitait la vitesse et l'altitude du P-38 pour se positionner au-dessus des formations ennemies. Il piquait, effectuait un passage avec ses redoutables mitrailleuses de nez, puis reprenait rapidement son altitude de croisière. Mais lorsque la situation l'exigeait, il pouvait désormais virer avec les chasseurs japonais. Non pas les surpasser en virage, mais suffisamment bien pour faire feu. Sa 21e victoire eut lieu le 29 octobre 1943, au-dessus d'un banc de chasseurs. Il plongea sur une formation de 0, abattit le chef, puis se retrouva engagé dans un combat tournoyant avec deux autres appareils. Le vieux P-38 aurait été impuissant. Mais le Lightning modifié de Bong les suivit pendant 3 virages complets avant qu'ils ne prennent position de tirer. Les abat tous les deux. 3 victoires en une seule mission. En décembre 1943, Bong totalisait 28 victoires confirmées, ce qui faisait de lui le meilleur américain du Pacifique. À la fin de la guerre, il en totaliserait 40. Plus que tout autre pilote américain de l'histoire. Et il attribua à son P-38 modifié le mérite de lui avoir sauvé la vie des dizaines de fois. Il y avait ensuite le Major Thomas Buchanan, alias Tommy Maguire Jr. Originaire du New Jersey. Si Bong était calme et méthodique, Maguire était agressif et compétitif. Il voulait devenir le meilleur à. Il voulait battre le record de Bong. Et il pilotait son P-38, qu'il avait baptisé Pudgy, avec une intensité presque téméraire.
Les tactiques de Maguire différaient de celles de Bong. Il s'approchait au plus près, parfois à moins de 50 mètres, avant d'ouvrir le feu. Il voulait être absolument certain de ses cibles. Ce style agressif l'amenait souvent à se retrouver dans des combats tournoyants, précisément la situation qui avait été si dangereuse avant la modification. Le 26 décembre 1943, Maguire patrouillait au-dessus d'eux. La Nouvelle-Bretagne lorsque son escadrille de 4 avions rencontra 15 chasseurs japonais. La décision la plus sage aurait été de fuir. Ils étaient en infériorité numérique de près de 4 contre 1. Mais Maguire n'était pas connu pour la prudence. Il était connu pour l'audace. Abattons-le, lança-t-il à la Radio. S'ensuivit l'un des combats aériens les plus intenses de la guerre du Pacifique. Pendant 15 minutes, 4 P-38 affrontèrent 15 avions japonais dans une mêlée tournoyante. Maguire abattit 3-0 grâce à la maniabilité accrue du P-38, ce qui lui permit de rester dans le combat. Ses ailiers en abattirent 2 autres. Les Japonais rompirent l'offensive et battirent en retraite. 5 victoires contre 15 assaillants, sans aucune perte américaine. C'était le genre de victoire qui aurait été impossible un an plus tôt. En janvier 1945, Maguire totalisait 38 victoires confirmées, seulement 2 de moins que Bong. Mais tragiquement, l'agressivité de Maguire finit par le rattraper. Le 7 janvier 1945, aux commandes d'un P-38 équipé de réservoirs de carburant supplémentaires, ce qui le rendait plus lourd et moins maniable, il engagea un combat tournoyant à basse altitude avec un chasseur japonais. Il tira trop fort sur le manche, le P-38 décrocha et il s'écrasa dans la jungle. Il n'avait que 24 ans. Bong et Maguire reçurent tous deux la médaille d'honneur. Tous deux devinrent des légendes. Et tous deux avaient piloté des P-38 modifiés à l'origine par un simple fil de sécurité. Mais ils n'étaient pas les seuls. Des dizaines d'autres pilotèrent des P-38 modifiés. Charles MacDonald, par exemple, termina la guerre avec 27 victoires. Thomas Lynch en avait 20. Gerald Johnson en avait 22. Tous pilotaient des Lightning. Tous Beneficierent de la Modification de Lindbergh. Le P-38 devint le chasseur qui abattit plus d'avions japonais que tout autre chasseur allié dans le Pacifique. Il effectua la plus longue mission de chasse de la guerre, un aller-retour de 3200 km pour intercepter et tuer l'amiral Izuroki Yamamoto, l'architecte de Pearl Harbor. Il servit comme chasseur-bombardier, avion de reconnaissance et chasseur de nuit. Et tout commença à se mettre en place lorsqu'une idée saugrenue fut lancée. Si l'astuce du fil de fer de Lindbergh résolut le problème immédiat, les ingénieurs de Lockheed continuèrent à travailler sur des solutions plus pérennes. La modification par fil de fer était brillante par sa simplicité. Mais il s'agissait encore d'un palliatif, d'une solution temporaire qui traitait le symptôme plutôt que la cause. Fin 1943, Lockheed avait mis au point ce qu'ils appelèrent le système de volets de récupération en piqué. Il s'agissait de volets à commande électrique montés sous les ailes, juste à l'extérieur des moteurs. Lorsqu'un pilote se trouvait en piqué à grande vitesse et ne pouvait redresser l'appareil, il pouvait déployer ses volets. Ceux-ci créaient une traînée et perturbaient le flux d'air de manière optimale pour rétablir l'efficacité de la profondeur. Les volets de piqué furent intégrés au modèle P-38J, dont la production débuta en août 1943. Ils fonctionnèrent. Les pilotes pouvaient désormais se sortir de piqué qui auraient été fatales auparavant. Mais cette modification ajoutait du poids et de la complexité, et certains pilotes restèrent méfiants. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et nombre d'entre eux évitèrent tout simplement de se retrouver dans des situations nécessitant l'utilisation des volets de piqué. Lockheed Renforça également la structure de l'empennage sur les modèles ultérieurs. L'entreprise ajouta des nervures, des longerons plus robustes et un meilleur haubanage. Cela réduisit la tendance au flottement, sans toutefois l'éliminer complètement. Le problème fondamental, la torsion de l'aile causée par la déflexion des ailerons, persistait. La véritable solution apparut avec le modèle P-38L, la dernière variante produite et la plus répandue. Sur le P-38L, Lockheed résolut enfin le problème des ailerons de manière satisfaisante. Ils ont repensé le
Système de commande des ailerons en y intégrant des commandes à assistance hydraulique. Ainsi, l'action du pilote était amplifiée par des actionneurs hydrauliques capables de compenser les forces aérodynamiques tendant à pousser les ailerons à des déviations extrêmes. Les ailerons à assistance hydraulique conservaient une symétrie optimale même à haute vitesse et sous fortes accélérations. Les ailes ne se tordaient pas. L'empennage ne vibrait pas. Le P-38 tel pouvait virer comme aussi difficile que n'importe quel pilote aurait osé le faire sans que l'appareil ne riposte. Mais voilà. Le P-38L n'entra en service qu'en juin 1944, soit un an après la modification de Lindbergh. Durant. Toute cette année, cruciale dans la guerre du Pacifique, ce furent les appareils modifiés sur le terrain, avec leur butée de sécurité, qui remportèrent les batailles aériennes. Lorsque le P-38L arriva enfin avec sa solution technique optimale, le cours de la guerre avait déjà basculé. Les forces américaines progressaient d'île en île dans le Pacifique. Les Japonais étaient sur la défensive. La supériorité aérienne était acquise, et cette victoire était en grande partie due aux pilotes de P-38 modifiés avec des morceaux de fil de fer. Charles Lindbergh passa 6 mois dans le Pacifique en 1944. Durant cette période, il effectua 50 missions de combat, toutes illégales puisqu'il était civil. Il abattit un avion japonais confirmé, et peut-être un second. Mais sa véritable contribution ne résidait pas dans ses performances au combat, mais dans son travail d'amélioration de l'efficacité opérationnelle du P-38. Lindbergh était obsédé par la consommation de carburant. Il avait traversé l'Atlantique avec un budget carburant extrêmement limité et savait comment optimiser l'autonomie. Il enseigna aux pilotes de P-38 la montée en croisière, une technique consistant à prendre de l'altitude lentement tout en maintenant une consommation de carburant optimale. Il leur montra comment appauvrir leur mélange air-carburant, synchroniser leurs hélices et utiliser chaque goutte de carburant efficacement. Grâce aux techniques de Lindbergh, les pilotes de P-38 étendirent leur rayon d'action en combat de plusieurs centaines de kilomètres. Des missions jugées impossibles devinrent routinières. Les missions d'escorte de chasseurs à longue portée qui permirent de remporter la guerre aérienne au-dessus du Japon furent rendues possibles en partie grâce aux techniques de gestion du carburant de Lindbergh. Il ne chercha jamais à s'en attribuer le mérite. Dans ses rapports officiels, il se contentait de noter ses observations et suggestions. La modification du câblage fut décrite comme une solution de fortune, qui semblait améliorer la maniabilité dans certaines conditions. Pas de drame, pas de vantardize. Après la guerre, Lindbergh parla rarement de son service dans le Pacifique. Il écrivit un livre, intitulé « Journaux de guerre de Charles Lindbergh », publié en 1970, qui relatait ses expériences. Mais même là, il minimisa sa contribution. La modification apportée par le fil de fer n'est mentionnée que dans 3 paragraphes, à peine. Pourtant, d'autres s'en souviennent. Dick Bong évoque Lindbergh dans ses mémoires. Avant sa mort, Tommy Maguire confia aux journalistes que les modifications apportées par Lindbergh avaient sauvé de nombreuses vies. Les pilotes de P-38 qui avaient participé au combat ont transmis l'histoire aux jeunes générations. Mais, curieusement, cette histoire n'a jamais figuré dans les Receipts historiques officiels. Aujourd'hui, lorsqu'on se renseigne sur le P-38 Lightning, on apprend sa conception à double poutre, son armement lourd et son rôle dans la mort de Yamamoto. On parle peut-être des volets de récupération en piqué, des commandes à assistance hydraulique, mais probablement pas du fil de fer. On n'entendra sans doute jamais parler de cette chaude journée de juin en Nouvelle-Guinée où un civil de 41 ans, se glissant sous une aile avec une bobine de fil de fer, a changé le cours de la guerre aérienne. L'histoire oublie parfois les petits moments, les solutions improbables, les astuces ingénieuses qui se révèlent parfois saugrenues. Il y a une leçon importante à tirer de cette histoire, et elle ne concerne pas seulement l'aviation. Elle concerne notre façon de résoudre les problèmes. Lorsque les problèmes de maniabilité du P-38 sont apparus, la réaction de Lockheed était tout à fait Reasonable. Ils ont réuni leurs meilleurs ingénieurs. Ils ont effectué des calculs. Ils ont mené des essais en soufflerie.
Ils ont conçu des solutions d'ingénierie appropriées qui s'attaqueraient aux causes profondes du problème. C'est ainsi que l'ingénierie est censée fonctionner. On ne se contente pas de bricoler des solutions superficielles. On comprend les problèmes en profondeur, puis on les résout correctement. Mais une ingénierie de qualité prend du temps, et parfois on n'a pas le temps. L'approche de Lindbergh était différente. Il ne cherchait pas à concevoir la solution parfaite. Il cherchait une solution qui fonctionne immédiatement avec les outils et les matériaux disponibles. Il a examiné le problème et s'est demandé « Quelle est la chose la plus simple que nous pourrions essayer ?» Límitela. Déflexion des ailerons. Utiliser un fil de fer. Voir ce qui se passe. C'était peu élégant. C'était rudimentaire. Cela violait tous les principes de l'ingénierie. Et pourtant, ça a fonctionné. En ingénierie, on parle de satisfaction. Cela signifie trouver une solution suffisamment bonne plutôt que d'attendre la solution parfaite. La solution de facilité. L'astuce du fil de fer de Lindbergh était l'exemple ultime de la recherche de la solution satisfaisante. Les ingénieurs de Lockheed ont fini par développer de meilleures solutions. Les commandes à assistance hydraulique du P-38L étaient supérieures à la modification par fil de fer à tous égards, mais elles sont arrivées trop tard pour des centaines de pilotes qui en auraient bénéficié. Parfois, mieux vaut un résultat acceptable à court terme qu'un résultat parfait à long terme. Cette tension entre les solutions rapides et les solutions optimales existe dans tous les domaines. En Développement logiciel, on parle de dette technique. Prendre des raccourcis aujourd'hui qu'il faudra corriger plus tard. En Médecine, on parle de stabilisation d'abord, de diagnostic ensuite. En entreprise, on parle de produit minimum viable. La sagesse consiste à savoir quand utiliser quelle approche. Et le courage, à être prêt à tenter. Une solution hasardeuse lorsque la solution idéale est encore trop lointaine. Alors pourquoi Charles Lindbergh n'est-il pas plus connu pour cette contribution? Pourquoi l'astuce du fil de fer n'est-elle pas enseignée dans les écoles d'ingénieurs comme exemple de résolution créative de problèmes? Cela tient en partie au fait que Lindbergh lui-même n'a pas cherché à populariser cette histoire. C'était un homme discret, surtout après l'enlèvement et le meurtre de son nourrisson en 1932, qui avait exposé sa famille à une terrible attention médiatique. Dès 1943, Lindbergh avait appris à fuir les projecteurs. D'une part, la modification était si simple qu'elle ne semblait pas digne d'intérêt. Un simple fil de fer. Ce n'est pas de l'innovation. Ce n'est pas de l'ingénierie. C'est juste une astuce, un expédient de fortune. Rien de digne des livres d'histoire. D'autre part, Lindbergh est resté une figure controversée. Son isolationnisme d'avant-guerre, son acceptation d'une médaille allemande, ses déclarations perçues comme favorables aux nazis, tout cela a terni son image. Après la guerre, beaucoup d'Américains ne voulaient pas célèbre Charles Lindbergh. Ils voulaient l'oublier. Et puis, il y a la façon dont l'histoire s'écrit. On se souvient des grands moments, des batailles épiques, des percées technologiques, des instants charnières. Mais l'histoire est aussi faite de petits moments. Un mécanicien qui ajuste un câble de commande, un pilote qui teste une nouvelle technique, un ingénieur qui se demande « et si on essayait ceci ?» Le P-38 Lightning a effectué 130 000 missions de combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a détruit plus d'avions japonais que tout autre chasseur allié dans le Pacifique. Il a réalisé certaines des missions les plus longues et les plus dangereuses du conflit. Et pendant une année cruciale, peut-être la plus importante de la guerre aérienne du Pacifique, un nombre significatif de ces P-38 ont été maintenus en état en partie par des morceaux de fil de sécurité enroulés autour de leur commande d'aileron. Ces morceaux de fil ont sauvé des vies. Ils ont permis de gagner des batailles. Ils ont changé le cours de la guerre. Et tout a commencé avec un homme qui abordait un problème différemment. Un homme prêt à tenter une expérience audacieuse. Un homme qui avait compris que la perfection est l'ennemi du bien. Aujourd'hui, on peut admirer des P-38 Lightning dans des musées du monde entier. Le Smithsonian en possède un. Le musée de l'Air Force de Wright-Patterson en possède plusieurs. Quelques-uns volent encore, restaurés et entretenus par des collectionneurs passionnés. Si vous examinez attentivement les systèmes de commande d'ailerons de ces avions,
Vous constaterez les solutions techniques que Lockheed a finalement développées. Les servo-freins hydrauliques, les structures renforcées, les réparations adéquates. Vous ne verrez aucun fil de sécurité, mais quelque part dans un registre de maintenance de 1943, dans le journal d'un escadron, sur une photo jaunie de mécaniciens travaillant sur un AP-38 dans la jungle de Nouvelle-Guinée. La preuve demeure. Cette astuce du fil de fer, aussi saugrenue soit-elle, qui a tout changé. Charles Lindbergh est décédé en 1974. À l'âge de 72 ans. Ses nécrologies se sont concentrées sur sa traversée de l'Atlantique, son vol légendaire. Sa vie controversée. Rares étaient ceux qui mentionnaient son engagement pendant la guerre. Aucun n'évoquait cette modification. Pourtant, une simple phrase aurait dû figurer dans ses hommages. Il avait également trouvé le moyen de faire virer le P-38 Lightning sur place avec un simple fil de fer. Et cela était peut-être tout. Aussi important, car au final, c'est de cela qu'il s'agit vraiment. Ce n'est pas une histoire d'avion, de combats aériens, ni même de la Seconde Guerre mondiale. C'est une question de perspective. C'est le courage d'essayer des solutions simples quand tout le monde cherche des solutions complexes. C'est accepter d'être traité de stupide, car parfois, la solution la plus simple est la plus intelligente. La prochaine fois que vous vous trouverez face à un problème apparemment insurmontable, la prochaine fois que des experts vous diront qu'il faut des années de travail et des millions de dollars pour le résoudre, la prochaine fois qu'on vous affirmera que la solution idéale est la seule possible, souvenez-vous du P-38. Souvenez-vous de ce fil de fer. Souvenez-vous que parfois, les meilleures prouesses d'ingénierie ne résident pas dans des solutions sophistiquées. Il s'agit de se demander quelle est la solution la plus simple qui pourrait fonctionner, puis d'avoir le courage de l'essayer. Le P-38 Lightning était un avion remarquable, rapide, puissant et redoutable. Mais il avait besoin d'aide. Et cette aide est venue de la source la plus improbable, un morceau de fil de fer torsadé par un mécanicien qui a refusé d'attendre la solution parfaite. Voilà la leçon. Voilà l'héritage. Voilà l'histoire de la façon dont l'astuce, aussi saugrenue soit-elle, d'un simple mécanicien a permis au P-38 de surpasser tous les zéros en manœuvrabilité et a changé le cours de la guerre.